L'homme arrêta sa voiture importée au milieu de l'avenue animée, ignorant les klaxons furieux derrière lui. Ses yeux se fixèrent sur la jeune fille agenouillée sur le trottoir, frottant avec dévouement une paire de chaussures marron usées. Ce n'était pas le travail en lui-même qui l'avait paralysé, mais son visage. Ses yeux noirs, la forme de son nez, la courbe délicate de son menton. Il connaissait ses traits. Il avait aimé ce visage sur une autre personne, il y a 20 ans. Sa respiration se bloqua dans ses poumons lorsque la jeune fille leva la tête, remarquant le regard fixé sur elle. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent à travers la vitre de la voiture. Elle sourit de manière polie, professionnelle, attendant un autre client. Il sentit le monde tourner autour de lui. Les mains tremblantes, il sortit du véhicule et marcha jusqu'à elle. La jeune fille ne devait pas avoir plus de 20 ans. Elle portait des vêtements simples mais propres, et à côté d'elle se trouvait une caisse en bois improvisée avec des brosses, des chiffons et des boîtes de cirage. Elle travaillait là avec une dignité qui lui transperça le cœur comme une lame affûtée. « Bonjour, monsieur. Vous voulez cirer vos chaussures ?» Sa voix était douce, polie. Il y avait de la musique dans ce ton. Il ne put répondre immédiatement. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. 20 ans. 20 ans à chercher, à engager des détectives, à fouiller les hôpitaux et les registres. 20 ans à porter la culpabilité et la douleur de la perte. Et maintenant, elle était là. Ou du moins, pouvait l'être. « Oui », répondit-il finalement, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Il s'assit sur le petit banc pliant qu'elle indiqua. Pendant que la jeune fille commençait à travailler sur ses chaussures italiennes très chères, il observait chacun de ses gestes. Ses mains étaient habiles, rapides. Elle avait de la fierté dans ce qu'elle faisait, cela se voyait. Il n'y avait pas de honte sur ses épaules, seulement de la détermination. « Ça fait longtemps que vous travaillez ici ?» demanda-t-il, essayant de garder la voix stable. « Environ 3 ans. J'ai commencé avec presque rien, mais j'ai construit une clientèle fidèle. Les gens aiment un travail bien fait. » 3 ans. Elle avait dû avoir 17 ans quand elle a commencé. Encore une enfant, pratiquement. « Et votre famille? Vous soutiennent-ils » La jeune fille hésita seulement une seconde, mais il le remarqua. Elle continua à travailler sans lever les yeux. « Je n'ai pas de famille. J'ai grandi dans un orphelinat jusqu'à mes 18 ans. Après ça, j'ai dû me débrouiller seul. Mais ça va. J'ai appris qu'on peut construire sa propre famille avec les bonnes personnes. » Sa poitrine se serra si fort qu'il dut retenir son souffle. Un orphelinat. Exactement comme les détectives l'avaient suggéré, mais qu'ils n'avaient jamais pu confirmer. Combien d'enfants avait-il cherché? Combien d'orphelinats avait-il visité personnellement? Des centaines, peut-être des milliers. Et elle était là, dans la rue, à quelques pâtés de maison de son bureau. « Quel est votre nom ?» Il devait savoir. Il devait confirmer le soupçon qui brûlait dans sa poitrine. « Esperanza », répondit-elle avec un petit sourire. « Ma mère m'a donné ce nom. Du moins, c'est ce qui est sur mon acte de naissance. Je ne l'ai jamais connue, mais j'aime penser qu'elle avait de l'espoir pour des jours meilleurs pour moi. » Le nom le frappa comme un éclair. Esperanza. C'était le nom qu'elle avait choisi. Le nom qu'ils avaient discuté lors de cette dernière nuit ensemble, elle caressant son ventre encore petit, les yeux brillants de joie et de peur à la fois. « Si c'est une fille, nous l'appellerons Esperanza », avait-elle dit. « Parce que notre fille sera notre espoir. »« Monsieur, vous allez bien ?» L'inquiétude dans la voix de la jeune fille le ramena à la réalité. Il réalisa que des larmes coulaient sur son visage. Il les essuya rapidement, essayant de retrouver sa contenance. Esperanza le regardait avec une expression confuse et légèrement alarmée. « Désolé. Vous m'avez rappelé quelqu'un de très important, » réussit-il à dire. Elle acquiesça avec compréhension, retournant à son travail sur les chaussures. Le silence entre eux devint plus dense, chargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait encore nommer. Quand elle eut terminé, les chaussures brillaient comme neuves. Il sortit son portefeuille, au lieu de payer le prix normal, tendit un billet conséquent. « Très conséquent. Je ne peux pas accepter ça, » dit-elle immédiatement, essayant de le rendre. « C'est 10 fois le prix. S'il vous plaît. Vous faites un travail exceptionnel. Vous méritez d'être valorisé. » Elle hésita, mais le besoin l'emporta sur la fierté. Elle accepta l'argent avec une gratitude sincère dans les yeux. « Merci. Ça m'aidera beaucoup. J'économise pour, pour l'avenir. » Il voulait la prendre dans ses bras. Il voulait dire qui il était, tout révéler sur le champ. Mais il savait qu'il ne pouvait pas. Pas encore. Il devait en être absolument certain. Il devait le faire de la bonne manière. « Vous travaillez ici tous les jours ?» demanda-t-il, essayant de paraître casual.
Du mardi au samedi, de 9 h à 6 h. Le lundi est mon jour de repos. Il mémorisa l'information, chaque mot gravé au feu dans son esprit. Je reviendrai, promit-il, et il y avait plus de vérité dans ces mots qu'elle ne pouvait l'imaginer. En revenant vers sa voiture, il regarda derrière lui une dernière fois. Esperanza servait déjà un autre client, souriant, travaillant avec cette même dignité qui l'avait impressionné. Sa fille. Ça devait être elle. Chaque fibre de son être criait cette vérité. Dans la voiture, il prit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « J'ai besoin de vous immédiatement. J'ai trouvé quelque chose, quelqu'un, et j'ai besoin d'être sûr. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des événements. » Le laboratoire privé rendit les résultats en 48 heures. Il avait réussi, discrètement, à obtenir un cheveu du banc où Esperanza travaillait. L'enveloppe scellée tremblait entre ses mains lorsqu'il ouvrit dans le bureau vide, tard dans la nuit. 99,9% de compatibilité. Père et fille. Il s'effondra dans le fauteuil en cuir, le papier glissant de ses doigts. Pendant 20 ans, il avait imaginé ce moment, mais maintenant qu'il arrivait, il se sentait complètement perdu. Comment révéler la vérité? Comment expliquer 2 décennies d'absence? Comment dire à une jeune fille qui se battait seule dans la rue qu'il était son père et n'avait jamais su qu'elle existait? Dans les jours qui suivirent, il revint sur l'avenue à plusieurs reprises. Il trouvait toujours une excuse pour faire cirer ses chaussures par Esperanza, ou rester simplement à l'observer de loin pendant qu'elle travaillait. Chacun de ses gestes, chaque sourire adressé au client, chaque instant de fatigue mal dissimulée, tout lui transperçait le cœur un peu plus. C'est lors d'une de ces observations silencieuses qu'il remarqua l'homme. Grand, en costume sombre malgré la chaleur, le type apparaquit un jeudi après-midi. Il s'approcha d'Esperanza avec des pas mesurés, calculés. Elle leva les yeux, et pour la première fois il vit la peur véritable traverser le visage de la jeune fille. Une peur qu'elle tenta rapidement de dissimuler derrière un sourire professionnel. « Je croyais qu'on avait un accord. » La voix de l'homme était basse, mais il put l'entendre depuis l'endroit où il se trouvait. « J'ai payé cette semaine. »« Vous savez que j'ai payé, » répondit Esperanza, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Le montant a augmenté. Coûts opérationnels, vous comprenez. C'est un emplacement privilégié. Beaucoup de vendeurs ambulants aimeraient travailler ici. Je paie pour la licence officielle. J'ai tous les documents en règle. » L'homme rit, un son sans humour. « Documents officiels. Quelle innocence. Vous pensez vraiment qu'un papier protège quelqu'un comme vous? Une orpheline sans personne au monde? Si quelque chose vous arrive, qui s'en préoccupera? Qui viendra vous chercher? » Il sentit sa colère monter comme de la lave dans sa poitrine. Il serra les poings, luttant contre l'envie de traverser la rue et d'affronter ce verre. Mais quelque chose le retint. Il devait comprendre la situation complètement avant d'agir. Il devait savoir contre quoi Esperanza se battait. « Combien de temps vous me laissez ?» demanda-t-elle, abattue. « 3 jours. » Et Esperanza? N'essaie pas de fuir. Je connais tous les endroits de cette ville où tu pourrais travailler. Il n'y a pas de coin où je n'ai pas des yeux. L'homme partit aussi silencieusement qu'il était arrivé. Esperanza resta immobile pendant de longues secondes, regardant le sol. Lorsqu'elle reprit enfin le travail, il remarqua que ses mains tremblaient en tenant les brosses. Cette nuit-là, il passa des appels. Beaucoup d'appels. Il découvrit que l'homme s'appelait Vicente Roras, un petit extorqueur qui contrôlait divers travailleurs de rue dans le centre. Rien qui n'alerte les grandes autorités, mais suffisant pour rendre la vie misérable aux personnes vulnérables comme Esperanza. Ce qui le mit encore plus en rage fut d'apprendre que Roras opérait là depuis des années, justement à proximité de l'endroit où il travaillait quotidiennement. Pendant qu'il construisait son empire de tours de verre et d'acier, des gens ordinaires souffraient à quelques mètres, et il ne l'avait jamais remarqué. Il n'avait jamais regardé. Il pensa à Isabella, l'amour qu'il avait perdu 2 décennies plus tôt. Il se rappela la dernière fois qu'il l'avait vue, enceinte de 3 mois, les yeux pleins de larmes quand elle dit qu'elle devait partir. « Ta famille n'acceptera jamais ça. Elle n'acceptera jamais notre fille. Et ma famille. Ils ne voient que l'argent quand ils te regardent. Ils vont essayer d'utiliser notre enfant d'une façon ou d'une autre. Je dois la protéger. » Il avait supplié qu'ils restent ensemble. Il avait promis d'affronter sa famille, de couper tous les liens si nécessaire. Mais Isabella était partie cette même nuit, et il ne l'avait jamais revue. Il avait dépensé des fortunes à la chercher, mais elle avait complètement disparu, comme si la terre l'avait avalée. Ce ne fut que des années plus tard qu'il découvrit la vérité grâce à un enquêteur persévérant. Isabella était morte dans un accident de voiture quand la petite n'avait que 6 mois. L'enfant avait été placé en orphelinat, et la piste s'était perdue là.
Nom changé, dossier confus, bureaucratie qui semblait avoir été conçue expressément pour rendre les recherches difficiles. Maintenant, regardant les papiers éparpillés sur son bureau, il comprenait le sacrifice d'Isabella. Elle avait eu raison à propos de sa famille. Quand il annonça qu'il recherchait la fille perdue, ils firent tout pour saboter les investigations. Peur de perdre une part de l'héritage, de devoir partager l'empire. Hypocrite qui parlait de tradition et de sang, mais ne se souciait que d'argent. Et la famille d'Isabella n'était pas mieux. Il découvrit qu'ils avaient essayé de faire chanter la jeune femme enceinte, exigeant une compensation financière en échange de leur silence. Elle s'enfuit d'eux aussi. Esperanza avait grandi seule, sans la protection de personne, affrontant le monde avec seulement sa propre force. Et maintenant un parasite comme Roras la menaçait, profitant exactement de cette vulnérabilité que ces deux familles avaient créée. Plus maintenant. Il prit le téléphone et passa un autre appel. « J'ai besoin d'informations complètes sur Vicente Roras. Tout. Affaires, associés, faiblesses. Et j'en ai besoin d'ici demain matin. » Après cela, il appela son avocat personnel. Il était temps d'agir, mais il devait le faire intelligemment. Il ne pouvait pas simplement se présenter et tout régler avec de l'argent. Esperanza avait de la fierté, de la dignité. Elle méritait plus qu'un père millionnaire arrivant en sauveur. Elle méritait la vérité, elle méritait des choix, elle méritait du respect. Mais d'abord, il s'occuperait de Vicente Roras. Quelques problèmes devaient être éliminés avant que la vérité puisse éclater au grand jour. La vengeance pouvait attendre. La protection de sa fille, non. Le dossier sur Vicente Roras arriva avant l'aube. 300 pages de corruption documentée. Extorsion, menaces, agressions. Des dizaines de victimes sur 8 ans, toutes de petits commerçants et des travailleurs de rue sans moyen de se défendre. L'homme était un prédateur qui choisissait soigneusement ses proies parmi les plus vulnérables. Mais il y avait quelque chose de plus intéressant dans les dernières pages. Roras avait des supérieurs. Il n'était qu'un soldat dans une opération plus large, dirigé par 3 hommes d'affaires qui utilisaient des façades légitimes pour cacher un réseau de contrôle territorial. Et l'un de ces hommes d'affaires avait des connexions politiques significatives. Il sourit. Plus le réseau est grand, plus il y a de fils à tirer. Pendant les 2 jours suivants, il travailla dans un secret absolu. Il annula des réunions importantes, délégua des décisions urgentes, s'enferma dans son bureau. Son assistant le plus fiable reçut des instructions précises. Personne ne devait être informé de ce qu'il faisait. Personne dans la famille, surtout. Première étape, protéger Esperanza sans qu'elle le sache. Il engagea une équipe de sécurité privée pour la surveiller discrètement. Elle ne travaillerait plus jamais seule, même si elle n'en avait pas conscience. 4 professionnels se relayaient, déguisés en piétons ordinaires, gardant toujours une distance de sécurité, mais prêts à réagir immédiatement si nécessaire. Deuxième étape, constituer le dossier. Son avocat mobilisa une équipe entière d'enquêteurs forensiques qui commencèrent à déterrer chaque transaction suspecte, chaque menace documentée, chaque connexion illégale. Il ne s'agirait pas seulement de Roras. Il s'agirait de tout le réseau. Troisième étape, la plus délicate, réunir les victimes. Il savait que des personnes menacées depuis des années ne parleraient pas facilement. Elles devaient ressentir une sécurité réelle, pas seulement de vaines promesses. Il se rendit personnellement au premier rendez-vous. Une dame de 60 ans qui vendait des fleurs sur la place centrale. Elle l'accueillit avec méfiance dans sa petite maison en banlieue, ses yeux fatigués évaluant l'homme en costume impeccable dans son salon modeste. « Pourquoi un homme comme vous se soucierait-il de gens comme nous » demanda-t-elle directement. Il aurait pu inventer n'importe quelle histoire. Mais il choisit une vérité partielle. Parce que quelqu'un qui m'est cher est menacé par le même homme qui vous menace. Et j'ai réalisé que j'étais resté aveugle trop longtemps face à la souffrance autour de moi. Quelque chose dans sa voix devait sembler sincère, car elle acquiesça lentement. Il me prend la moitié de ce que je gagne. Depuis 6 ans. J'ai essayé de le dénoncer une fois, mais la police a dit qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Après cela, il a cassé mon stand. Il a dit que la prochaine fois, ce serait mes os. Il n'y aura pas de prochaine fois, promit-il. Il y eut 12 victimes au total. Chaque histoire était un coup de poignard dans sa poitrine. Un vendeur de sandwich qui peinait à nourrir ses 3 enfants. Une artisane qui avait perdu tout son stock lorsqu'elle avait retardé un paiement. Un musicien de rue dont la guitare avait été détruite comme exemple pour les autres. Toutes ces personnes souffrant à quelques pâtés de maison de l'endroit où il prenait son café à 15 $ chaque matin. La nuit du 2e jour, il retourna sur l'avenue. Il était presque minuit, et Esperanza aurait déjà dû rentrer chez elle. Mais elle était encore là, rangeant soigneusement ses outils de travail dans la caisse en bois.
La lumière du lampadaire créait de douces ombres sur son visage fatigué. Il observa depuis la voiture tandis qu'elle comptait quelques pièces et billets, séparant les sommes dans de petites enveloppes. Probablement pour rembourser des dettes. Planifiant l'avenir avec les maigres ressources qu'elle possédait. Responsable et soigneuse avec chaque centime, car elle savait que personne ne viendrait la sauver si quelque chose tournait mal. Le téléphone vibra. Message de son chef de sécurité. Roras a été vu dans le quartier il y a 1 heure. Pas d'approche directe de la cible. Surveillance en cours. Il serra le volant avec force. Il restait 1 jour avant le délai que Roras avait fixé. 1 jour pour Esperanza, pour obtenir de l'argent qu'elle n'avait clairement pas. Mais elle ne savait pas que le délai n'avait plus d'importance. Car dans 24 heures, Vicente Roras aurait des problèmes bien plus graves que de réclamer de l'argent à des vendeurs ambulants. Le jour suivant, jeudi, il mit tout en mouvement. À 8 heures du matin, un paquet fut livré simultanément à 3 adresses. Commissariat central, ministère public et siège de la presse d'investigation locale. À l'intérieur, documentation complète sur le réseau d'extorsion, incluant enregistrements, relevés financiers et témoignages signés des 12 victimes. À 10 heures, il reçut un appel confirmant que les mandats d'arrêt étaient en cours d'émission. À 14 heures, il était stationné à sa position habituelle, observant Esperanza travailler. Elle semblait encore plus tendue que les jours précédents, les épaules voûtées sous un poids invisible. Elle continuait de sourire aux clients, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Puis Roras apparut. Il marcha sur le trottoir avec cette arrogance caractéristique, droit vers Esperanza. Elle le vit arriver et il remarqua le moment exact où la peur traversa son visage. Elle se leva, les mains se fermant automatiquement en poing, se préparant au affrontement. Roras était à 3 mètres lorsqu'une voiture de police apparut. 4 véhicules bloquèrent la rue des 2 côtés. 8 policiers sortirent rapidement, armes en main, encerclant l'homme avant qu'il ne puisse réagir. « Vicente Roras, vous êtes arrêté pour extorsion, constitution de bande et menace. Vous avez le droit de garder le silence. » La confusion s'empara de l'avenue. Les passants s'arrêtèrent pour regarder. Les commerçants sortirent de leurs boutiques. Et Esperanza resta immobile, observant la scène avec une expression de choc absolu tandis qu'il mettait les menottes à Roras et le poussait dans le véhicule. Un des policiers s'approcha d'elle avec douceur. « Madame, vous êtes Esperanza Reyes. » Elle acquiesça, encore incapable de parler. « Nous aurons besoin de votre témoignage. Mais je veux que vous sachiez que vous êtes en sécurité maintenant. Cet homme ne menacera plus personne. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Esperanza. Pas des larmes de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'elle s'effondra simplement là, sur le trottoir, en sanglotant. D'autres personnes commencèrent à s'approcher. Le vendeur de sandwich, la dame aux fleurs, le musicien. Tous avaient reçu la nouvelle. Tous étaient venus assister à l'impossible devenant réalité. Et il observait tout depuis la voiture, ses propres larmes brouillant sa vision, sachant qu'il venait de lui offrir le premier cadeau qu'un père pouvait donner, la sécurité. Il attendit 3 jours avant de s'approcher à nouveau. 3 jours pour que la poussière retombe, pour qu'Esperanza assimile ce qui s'était passé, pour que sa vie commence à retrouver un nouveau rythme sans le poids constant de la peur. Le lundi matin, alors qu'elle prenait normalement son jour de repos, il la trouva dans le petit parc près de l'avenue où elle travaillait. Elle était assise sur un banc, donnant du pain aux pigeons, le visage plus détendu qu'il ne l'avait vu depuis leur rencontre. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il doucement. Esperanza leva les yeux et le reconnut immédiatement. Un vrai sourire illumina son visage. « Monsieur aux chaussures chères. »« Bien sûr, asseyez-vous. » Il s'assit, gardant une distance respectueuse. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. Il avait répété ce moment 1000 fois, mais maintenant toutes les paroles semblaient inadéquates. « J'ai vu ce qui s'est passé jeudi. Vous allez bien » commença-t-il. « Je vais plus que bien. Je suis libre. Pour la première fois en 3 ans, je n'ai pas peur de travailler. Je ne sais pas qui a dénoncé cet homme, mais cela a changé ma vie. » Elle fit une pause, regardant ses mains. « Ça a changé la vie de beaucoup de gens. Et si je vous disais que je sais qui c'était ?» Elle le regarda avec curiosité. « Vous connaissez cette personne. »« Je la connais très bien. » Il respira profondément. Il n'y avait plus moyen de retarder. « Esperanza, je dois te raconter quelque chose. Quelque chose qui va tout changer. Et je te demande d'écouter jusqu'au bout avant de dire quoi que ce soit. » Son expression changea, devenant prudente. « Vous me faites peur. Ce n'est pas mon intention. Mais c'est important. Il y a 20 ans, j'ai aimé une femme nommée Isabella Reyes. Nous attendions un bébé. Elle est partie parce que nos familles étaient toxiques, dangereuses.
Elle voulait protéger notre fille. J'ai cherché après elle pendant des années, mais Isabella est morte dans un accident quand la bébé avait 6 mois. L'enfant a été placé dans un orphelinat, et je n'ai jamais réussi à la retrouver. Jusqu'à il y a 3 semaines, quand j'ai vu une jeune fille cirer des chaussures sur l'avenue. Le visage d'Esperanza devint pâle. Elle commença à secouer la tête lentement, comme si elle pouvait nier ce qu'elle entendait. « Je m'appelle Eduardo Mendoza », continua-t-il, la voix tremblante. « Et j'ai fait un test ADN avec un cheveu que j'ai pris de toi. Esperanza, tu es ma fille. » Le silence qui suivit fut absolu. Même les oiseaux semblèrent arrêter de chanter. Esperanza le regardait, les yeux écarquillés, le souffle rapide, essayant de comprendre des mots qui semblaient impossibles. « Non, » murmura-t-elle enfin. « Ce ne peut pas être vrai. Ma mère, je n'ai jamais, non. J'ai les résultats du test. J'ai des documents. J'ai des photos d'Isabella. » Il sortit une enveloppe de son manteau, les mains tremblantes. « Et j'ai quelque chose qui lui appartenait. Quelque chose qu'elle a laissé pour toi. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre. Jaunie par le temps, soigneusement pliée. Et une photo d'une jeune femme belle, avec les mêmes yeux noirs qu'Esperanza, souriant à l'objectif tout en caressant un petit ventre. Esperanza prit la photo avec des doigts tremblants. Des larmes commencèrent à couler avant même d'ouvrir la lettre. « Elle me ressemble », murmura-t-elle en touchant le visage sur la photographie. « Tu es son image », dit doucement Eduardo. « Au moment où je t'ai vu, j'ai su. Chaque trait, chaque geste. C'est comme revoir Isabella. » Avec des mains tremblantes, Esperanza déplia la lettre. L'écriture était délicate, féminine, au stylo bleu passé. « Ma petite Esperanza, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas pu rester à tes côtés comme je l'avais prévu. Mon plus grand regret est de ne pas pouvoir voir la femme incroyable que je sais que tu deviendras. J'ai choisi ce nom pour toi parce que, même dans les moments les plus sombres, tu étais mon espoir de jours meilleurs. Ton père est un homme bon. Il ne savait pas que j'étais parti, il ne savait pas pourquoi je suis parti. Je t'ai protégé du mieux que j'ai pu, mais j'ai peut-être commis une erreur en vous séparant. Si le destin vous permet de vous retrouver, s'il te plaît, ne le juge pas pour mon choix. Il t'aurait aimé autant que je t'aime. Sois forte, ma fille. Sois courageuse. Sois gentille. Et sache que, où que je sois, je serai toujours fier de toi. Avec tout l'amour qui existe. Ta mère, Isabella. » Esperanza sanglotait maintenant, serrant la lettre contre sa poitrine. Eduardo ne put plus se contenir. Il s'approcha et, hésitant, toucha son épaule. Elle se retourna et s'effondra dans ses bras, 20 ans de solitude, d'abandon et de douleur se déversant en larmes qui trempaient son costume. « J'ai toujours voulu avoir un père, » sanglotait-elle contre sa poitrine. « J'ai toujours voulu quelqu'un. Et tu étais là tout ce temps. À quelques pâtés de maison seulement. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à compenser chaque jour perdu. Chaque anniversaire, chaque réussite, chaque larme que tu as versée seule. » Il la tenait fermement, ses propres larmes coulant librement. « Tu ne seras plus jamais seul. Plus jamais. » Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, père et fille enfin réunis, au milieu d'un parc ordinaire, entourés de passants qui ne comprenaient pas l'ampleur du moment qu'ils étaient en train de vivre. Quand ils se séparèrent enfin, Esperanza essuya son visage, le regardant avec un mélange de stupéfaction et de joie. « Tu as dénoncé Horace pour moi, n'est-ce pas? J'ai fait ce que n'importe quel père aurait fait. J'ai protégé ma fille. Mais tu ne me connaissais pas. Tu n'étais pas sûr. Mon cœur en était sûr. Depuis le premier instant. » Il prit ses mains. « Et maintenant, si tu le permets, je veux faire partie de ta vie. Pas pour changer qui tu es, pas pour enlever ton indépendance. Mais pour être à tes côtés, soutenir tes rêves, enfin être le père que j'aurais dû être depuis le début. » Esperanza serra ses mains, un sourire traversant ses larmes. « J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup. Alors commençons aujourd'hui. Pas avec de l'argent ou des cadeaux chers. Mais avec du temps. Parle-moi de toi, de ta vie, de tes rêves. Laisse-moi découvrir la femme extraordinaire que ma fille est devenue. » Et là, sur ce banc de parc, tandis que le soleil du matin brillait sur eux, Eduardo et Esperanza commencèrent à construire le pont sur 20 années de séparation. Un mot à la fois, une histoire à la fois, un câlin à la fois. 6 mois plus tard, Esperanza se tenait devant le miroir, ajustant son blazer bleu marine. Elle ne s'était pas encore complètement habituée aux vêtements formels, mais elle devait admettre qu'elle se sentait confiante. Ce n'était pas le vêtement qui faisait la différence, elle le comprenait maintenant. C'était le sentiment d'appartenance, d'avoir un but, d'avoir enfin des racines. « Tu es prête ?» Eduardo apparut à la porte, souriant avec cette fierté paternelle qu'elle apprenait à reconnaître et à aimer. « Je crois que oui.
Ça semble encore irréel. Tu mérites chaque partie de ça. Ils descendirent ensemble dans le hall principal du bâtiment, qui abritait désormais la Fondation Esperanza. L'espace avait été transformé d'un entrepôt abandonné en un centre communautaire vibrant. Des murs peints de couleurs vives, des ordinateurs neufs, une bibliothèque, des salles de formation professionnelle, et au centre, un espace dédié spécifiquement à l'enseignement de métiers pratiques. Des dizaines de personnes les attendaient déjà. D'anciens travailleurs de rue, des jeunes issus d'orphelinats, des personnes luttant pour survivre en marge de la société. Tous avaient quelque chose en commun. Ils étaient là parce qu'Esperanza avait insisté pour que sa nouvelle vie ne se construise pas en tournant le dos à ceux qui affrontaient encore les difficultés qu'elle connaissait si bien. « Tu n'as pas besoin de faire ça », avait dit Eduardo lorsque l'idée avait été proposée, 2 mois après leur retrouvaille. « Tu pourrais simplement profiter de la vie, étudier, voyager. »« Mais je dois le faire », répondit-elle avec fermeté. « Pendant des années, j'ai survécu parce que des gens ordinaires m'ont aidé. Une religieuse qui m'a appris à lire. Un boulanger qui me donnait du vieux pain. Un cordonnier à la retraite qui m'a montré comment cirer des chaussures. J'ai une dette envers le monde, papa. Et maintenant, j'ai les moyens de la rembourser. » Eduardo ne discuta pas. En réalité, il adopta complètement l'idée. Parce qu'il comprit que sa fille ne se contentait pas de survivre aux difficultés qu'elle avait affrontées. Elle utilisait ses expériences pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. La cérémonie d'inauguration commença. Esperanza monta sur la petite scène improvisée, le cœur battant. Parler en public la rendait encore nerveuse, mais elle avait quelque chose d'important à dire. « Il y a 1 an, commença-t-elle, la voix gagnant en assurance, j'étais agenouillée sur un trottoir, cirant des chaussures pour survivre. J'avais peur tous les jours. Peur de ne pas pouvoir payer le loyer, peur d'être expulsée de mon poste de travail, peur d'être toujours seule. Et puis quelque chose d'impossible est arrivé. » Elle regarda Eduardo, qui l'observait depuis un coin de la salle, les yeux brillants. « J'ai découvert que je n'étais pas seul. Je ne l'ai jamais été. Mon père m'a cherché pendant 20 ans. Et quand il m'a trouvé, il n'a pas seulement changé ma vie. Il m'a montré que, même dans les situations les plus désespérées, il peut y avoir de l'espoir. Mais il m'a aussi montré quelque chose d'également important, que ceux d'entre nous qui trouvent des portes ouvertes ont la responsabilité d'ouvrir des portes aux autres. » Les applaudissements remplirent la salle. Elle vit des visages connus dans le public. Le vendeur de sandwichs, maintenant responsable de l'une des cantines de la Fondation. La dame aux fleurs, qui avait accepté le poste de coordinatrice d'accueil. Le musicien de rue, qui donnerait des cours de musique aux enfants. Tous avaient été libérés lorsque Roras et son réseau avaient été démantelés. Et maintenant, tous avaient la chance de reconstruire leur vie avec dignité. « Cette fondation existe parce que mon père croit aux secondes chances, » continua Esperanza. « Parce qu'il comprend que les circonstances ne définissent pas le caractère. Nous offrirons des formations professionnelles, un soutien psychologique, des conseils juridiques et surtout une communauté où personne n'a à affronter les difficultés seul. » Après la cérémonie, alors qu'elle circulait parmi les gens, Esperanza fut abordée par une jeune fille d'environ 16 ans. Elle avait ce regard qu'Esperanza reconnaissait bien, peur mêlée à un fragile espoir. « Vous ciriez vraiment des chaussures dans la rue ?» demanda timidement la jeune fille. « Oui, et je le faisais avec fierté, parce que c'était honnête et que ça me permettait de survivre. Les gens disent que personne qui vient d'où nous venons ne peut changer de vie. Qu'on devrait accepter notre place. » Esperanza prit les mains de la jeune fille. « Ces gens ont tort. Notre passé ne détermine pas notre avenir. Les difficultés que nous affrontons ne nous diminuent pas, elles nous renforcent. Tu as de la valeur, du potentiel, le droit de rêver grand. Et maintenant, tu as le soutien nécessaire pour transformer ces rêves en réalité. » La jeune fille serra Esperanza dans ses bras, pleurant silencieusement. Et à ce moment-là, Esperanza comprit pleinement pourquoi elle avait tant insisté pour créer la fondation. Il ne s'agissait pas de charité. Il s'agissait de justice, de dignité et de la conviction fondamentale que tous méritent une chance. Plus tard, lorsque tout le monde était parti et que la salle était vide, Eduardo et Esperanza restèrent là, regardant autour d'eux. « Ta mère serait tellement fière, » dit doucement Eduardo. « Elle t'a donné le bon nom. Tu es vraiment un espoir pour tant de gens. »« Nous sommes l'espoir, » corrigea Esperanza, entrelaçant son bras dans le sien. « Parce que nous avons fait cela ensemble. Père et fille. Famille. » Eduardo sourit, les yeux embués de larmes. « Famille. J'ai passé 20 ans à te chercher, mais je suppose que je devais te trouver au bon moment. Tu n'es pas seulement ma fille. Tu es mon professeur. Tu m'as appris à voir le monde vraiment, à comprendre que la richesse sans but est vide, que le pouvoir sans compassion est inutile. Et tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.
que la famille ne se mesure pas au temps perdu, mais au temps partagé à partir de maintenant. Ils quittèrent ensemble le bâtiment, sous le ciel étoilé. L'avenue où Esperanza travaillait autrefois se trouvait à quelques pâtés de maison seulement. Parfois, elle y passait encore, rendant visite à ceux qui continuaient à lutter dans la rue, offrant non seulement de l'aide, mais aussi du respect et de l'amitié. Le destin avait mis 20 ans à réunir père et fille. Mais quand il l'a fait, il n'a pas seulement guéri 2 vies brisées. Il a créé une vague de changements qui toucherait des centaines d'autres vies. Parce que le véritable héritage ne réside pas dans l'argent accumulé ou le pouvoir acquis. Il réside dans l'amour partagé, la compassion étendue, les vies transformées. Il réside dans le fait de regarder autour de soi et de voir non des obstacles ou des inconnus, mais des opportunités de faire la différence. Esperanza avait commencé en cirant des chaussures dans la rue. Maintenant, elle construisait des ponts entre différents mondes, prouvant que la distance entre le désespoir et l'espoir n'est qu'une main tendue au bon moment. Et que l'amour d'un père pour sa fille peut, littéralement, changer le monde. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de croire